Bonjour, vous écoutez Coming In, Coming Out, un podcast d'Alice Le Guiffant. On y parle, entre autres choses passionnantes, de coming out à soi-même et au reste du monde. Bonne écoute. Bonjour Emma. Bonjour Alice. Merci de m'accueillir ici. Est-ce que tu veux dire où on est ? Alors ici c'est le centre LGBTI+ de Rennes, ISKIS. Et du coup, moi je suis l'actuelle présidente en ce moment. Et voilà, on est dans la petite bibliothèque, on a toutes nos œuvres queer. Et on est super bien installés. Oui. Merci. Et du coup, je vais commencer par ma traditionnelle question. Qu'as-tu envie de partager de ton histoire ? Alors c'est assez vaste. J'adore comme poser des questions stressantes comme ça dès le début. En plus, moi j'ai un peu la double, pas double casquette ou double identité, mais je suis à la fois bisexuelle et sur le spectre asexuel aromantique. Donc du coup, il y a un peu deux choses différentes. Du coup, je sais pas par où je commence. Je peux peut-être commencer par ce que j'ai commencé à réaliser. C'était plus la bisexualité d'abord, qui m'est venue plus facilement. Peut-être parce qu'il y a aussi plus de représentation et c'était plus facile à appréhender. Je pense quand j'ai fait mon coming out, en tout cas. Et maintenant, on parle d'asexualité, on parle d'aromantisme, mais à l'époque, c'était vraiment pas du tout visible, quoi. Je saurais pas dire si c'était même bien vu ou pas, parce que de toute façon, personne n'en parlait. Et depuis quand on en parle, selon toi ? Ça fait moins de 10 ans, je dirais que vraiment c'est devenu un sujet... je pense qu'il y a même encore plein de gens qui savent pas du tout ce que c'est. Les gens de la génération de mes parents, par exemple, ils ont jamais entendu parler de ça. Des fois, ça leur parle quand on leur explique le concept et tout. Ils disent « Ah, mais oui, je connais quelqu'un comme ça, qui est resté célibataire toute sa vie. » Tout le monde se posait des questions, mais elle disait qu'elle était très bien comme ça et tout. C'est donc possible. Oui. Mais ouais, sinon, c'est pas forcément quelque chose qui leur dit quelque chose comme ça, juste en donnant le terme, quoi. Mais bisexualité, déjà, c'est un petit peu plus facile, et encore, il y a beaucoup de représentations fausses encore. Genre en liant justement le fait d'être bisexuel avec avoir une sexualité hyper libre et beaucoup de libido et tout ça, et beaucoup de partenaires, et alors que c'est pas du tout le cas. C'est plus en tout cas moi en tant que personne bisexuelle, je le vois plus, enfin pour moi-même je le vois plus comme prête pas vraiment attention au genre, dans le sens où c'est pas un critère pour moi quand je suis attirée par quelqu'un. Donc voilà, je m'en suis rendu compte quand j'avais à peu près... Ouais, quand j'avais 17 ans. Je pense que j'ai commencé à me poser des questions vers 14 ans. Et vraiment, j'ai entendu parler de bisexualité petit à petit après. Et du coup, j'ai pu poser vraiment un mot dessus à 17 ans, quoi. Mais ouais, je pense que j'ai commencé à me poser des questions à 14 ans, parce que du coup, il y a eu un autre coming out dans ma famille. Un coming out un peu forcé pour le coup. C'était plus quelqu'un qui a été outé. Mais du coup, mon père était gay, et du coup, quand mes parents ont divorcé, ma mère nous en a parlé à mon frère et moi sans son consentement, parce qu'il avait vraiment peur qu'on le rejette à cause de ça. Mais ma mère voulait plus garder de secret, et voulait que les causes du divorce soient claires pour nous, et du coup elle l'a fait sans son accord, ce que je trouve pas extraordinaire comme méthode, mais en même temps c'est vrai que demander à quelqu'un de garder un secret pour soi, c'est pas facile non plus. Donc voilà, les choses sont pas aussi claires et nettes qu'on aimerait des fois. C'est clair. Mais du coup voilà, il y a eu du coup ces discussions. C'était la première fois vraiment que j'étais confrontée au sujet des identités LGBT, on va dire. Et du coup, j'étais au collège à ce moment-là. Et les deux insultes les plus fréquentes au collège, c'était PD et Gwyn. Comme par hasard. Voilà. Donc du coup, voilà. Moi, j'avais pas d'a priori négatif dessus, parce que je suivais pas trop de toute façon les tendances qu'il y avait au collège et au lycée. Donc j'étais pas trop dans les personnes qui les utilisaient, ces insultes. Donc du coup, moi personnellement, j'avais pas d'a priori négatif, mais je savais qu'il y avait d'autres personnes qui en avaient, et du coup c'était pas forcément facile.
Des fois j'avais un peu peur pour mon père aussi. Et du coup il y a eu aussi des réactions négatives dans sa famille et tout, de la part de sa mère notamment, quand il a voulu lui en parler. Et du coup l'homophobie, j'y étais confrontée assez tôt du coup. Donc voilà, j'ai bien vu à quel point c'était difficile pour beaucoup de gens encore. Et t'as pu en reparler avec lui après? Oui, on a parlé plusieurs fois de ça. Après, il n'était pas à l'aise avec son identité. Il avait cherché à le cacher pendant très longtemps. Il avait essayé de changer son orientation sexuelle en se mettant avec une femme et en ayant des enfants. Je pense que parce qu'à l'époque, c'était un peu ce que les gens pensaient, que c'était soit une maladie, soit un truc qu'il pouvait se changer en se forçant. Enfin voilà, donc du coup, il y avait beaucoup de gens qui se forçaient à avoir une vie hétérosexuelle alors qu'ils n'étaient pas hétérosexuels. Donc voilà, après, une fois qu'il a fait son coming out et qu'il a commencé à sortir avec des hommes, et nous, en tout cas, ses enfants, on l'a très bien accepté. Et puis ma mère, une fois que ça allait mieux entre eux, elle n'était pas non plus contre. Enfin, voilà. Et du coup, il a quand même pu vivre une vie après un peu plus libre, quoi. Mais ça restait compliqué, je sentais, pour lui. C'était vraiment pas facile de s'accepter, quoi. Et du coup, j'ai rencontré d'autres personnes LGBT, du coup plutôt gays, puisque c'était ses copains, et du coup j'ai pu voir comment plusieurs personnes le vivaient, y compris dans différentes cultures, parce qu'il avait eu un copain à un moment qui était d'origine vietnamienne, et du coup qui m'avait parlé un petit peu de que c'était vraiment impossible pour lui de faire un coming out à sa famille, quoi. Donc lui c'était vraiment fallait que ça reste secret, quoi. Donc voilà, c'est un peu voir comment c'est difficile pour différentes personnes et à différents endroits, quoi. Et du coup, comment ça a coloré ça, toi, ta perception de toi-même quand t'as commencé à te poser des questions? Est-ce que ça t'a fait peur? Est-ce que... Pas forcément, parce que je voyais bien que c'était un peu différent. Une fois sortie du collège, une fois que je suis arrivée au lycée, les gens étaient moins ouvertement homophobes, et du coup c'était plus facile. Puis j'ai commencé à avoir d'autres représentations aussi dans les médias un petit peu. Je me souviens que j'avais lu un livre à la bibliothèque qui s'appelle Escalier C de Elvire Muraille, et dedans il y avait un personnage bisexuel, et c'était la première fois que je lisais un ouvrage avec un personnage bisexuel dedans, et qui passait par différentes phases de se demander ce qui se passait, et vraiment qui se questionnait beaucoup sur ses attirances et tout, parce que du coup c'est pas très très connu la bisexualité, voilà, qui se posait beaucoup de questions avant de réussir à mettre un mot dessus. Et du coup à l'époque j'avais pas tout à fait réalisé que ça me concernait encore, mais ça m'avait marqué, et je m'identifiais beaucoup à ce personnage pour une raison ou une autre, et du coup c'est plus tard que j'ai compris que parce que ça s'appliquait à moi aussi, quoi. À 17 ans j'ai passé mon BAFA, c'est un diplôme pour être animateur dans des centres de loisirs et des colonies de vacances. Et j'ai rencontré une fille pendant ma formation, et qui était bi, et du coup on a été attirés l'une par l'autre, et c'est là que j'ai réalisé du coup que j'étais bi, parce que juste avant je me posais des questions, mais je me disais mais non, mais j'ai surtout été attirée par des garçons jusque là, donc du coup je dois juste être hétéro. Peut-être que je suis juste un peu confuse parce que j'entends parler tout d'un coup de sujets LGBT alors que je me posais pas de questions avant, et du coup peut-être que c'est ça, mais du coup non, en fait ça s'appliquait à moi. Et puis une fois que je l'ai compris, je l'ai très bien pris, on va dire. Enfin, ça m'a pas perturbé plus que ça, parce que je me disais, si je l'accepte pour mon père, pourquoi est-ce que je l'accepterais pas pour moi, en fait. Donc non, ça m'a pas posé trop de problèmes. J'ai pas trop une fois que j'ai réussi à comprendre ce que c'était, ça m'a jamais tourmenté ou quoi que ce soit. Puis les gens ont jamais été discriminants envers moi dans mon entourage, donc je pense que ça a aidé aussi. Ma mère au début elle était un peu en mode oui bon t'es ado, voilà, c'est en mode si ça se trouve c'est juste un truc comme ça, une phase, quoi. Et mon père était un peu en mode il l'acceptait, mais en même temps comme il avait des mauvaises expériences lui avec les gens, avec son entourage, qu'il avait beaucoup
eu des expériences de rejet, du coup, il me disait que c'était plus safe, plus sécurisant d'être hétéro, et que du coup, si j'avais le choix, valait mieux que je sorte plutôt avec des gens du genre opposé. Parce que bon, je me suis dit, je vais pas forcément le faire, enfin c'est ma vie quoi. Je vais pas forcément choisir la sécurité tout le temps, juste pour une histoire de peut-être que les gens vont mal le prendre. Donc voilà, au niveau des amis, tout ça, j'en ai pas forcément parlé à tout le monde, mais les gens avec qui j'en ai parlé, ça s'est bien passé. Au lycée, ils étaient... Enfin voilà, les gens étaient plus ouverts. C'était vraiment au collège qu'il y avait vraiment des insultes homophobes et tout. Bon, au lycée, des fois, il y avait des choses qui étaient pas terribles, genre des gens qui spéculaient un peu sur l'orientation sexuelle des autres, genre Ah ouais. Ouais, des fois, des gens qui, quand on se parlait entre nous, des gens qui faisaient un peu leur fouineur dans la vie des autres en disant, mais du coup, cette personne, tu penses pas qu'elle serait gay, par exemple, tout ça, et j'étais en mode, bon, qu'est-ce que ça nous regarde? Et puis, même si la personne l'était, est-ce que c'est vraiment un sujet à parler, quoi, enfin, qui fait parler, ça devrait être normal, quoi. Mais voilà. Mais bon, ça c'était pour la partie bisexualité. Donc pas très compliqué. Non, ça va. Par rapport à ce que d'autres personnes peuvent raconter, je pense que ça allait. J'ai plus expérimenté de l'homophobie par proxy, on va dire, en voyant les réactions de la famille de mon père par rapport à lui, que du coup moi-même, quoi. Moi, j'ai pas trop expérimenté ça directement. Et cette même famille de ton père, vis-à-vis de toi, ils ont été... En même temps, moi, je parle pas trop enfin, je suis pas très proche d'eux. En tout cas, c'était un plus la génération d'avant, genre les oncles et tantes, et du coup, voilà, quand j'étais ado et tout, je leur parlais pas forcément de ça parce qu'on se voyait pas beaucoup. Maintenant, j'en ai parlé à des cousins, et du coup, ils l'ont bien accepté. J'ai même, en fait, c'est marrant parce que j'ai un cousin que je voyais pas beaucoup, je l'avais pas vu depuis des années, et en fait, on s'est retrouvés ici à l'assaut. Parce qu'il était venu au groupe de parole pour les personnes bisexuelles, donc en fait je me suis rendu compte que j'avais un cousin qui était aussi bisexuel comme ça. Ah, c'est drôle. Et du coup on s'est parlé de ça. Lui il est pas out auprès de sa famille, ni de sa mère ni de son frère. Il préfère le garder pour lui et vivre sa vie. Mais du coup ça m'a... Voilà, c'est marrant parce que du coup on est plein de personnes LGBT dans ma famille, et en fait des fois on s'en rend pas compte parce que les gens se parlent pas forcément entre eux. Ça se trouve, on est encore plus que ça. Qui sait. J'ai une cousine. Oui, non, c'est marrant. Des fois, les gens, ils s'en rendent compte vraiment comme ça, en se parlant ou en se voyant dans des endroits où ils s'étaient pas censés se croiser. Mais voilà. Les hasards de la vie. Mais voilà, et puis du coup, moi, ça m'a aussi donné envie de faire du militantisme, un peu cette histoire d'homophobie avec mon père. Enfin, c'était plus, moi, j'ai pas vraiment subi d'homophobie et de biphobie, ou pas beaucoup. Du coup, s'il y avait eu que ça m'aurait peut-être pas incité à venir faire du militantisme et tout. Mais voilà, j'ai vu qu'il y avait quand même des gens où c'était beaucoup plus compliqué, et qui avaient des vies où on leur a rendu la vie difficile à cause de ça. Et du coup, je me suis dit, c'est pas normal, il faut que la société évolue et tout. Puis il y avait eu le mariage pour tous en 2013. Et du coup, j'avais vu beaucoup, ça m'avait étonné à quel point la société était encore homophobe. On a entendu à la télé beaucoup d'horreurs dites par des hommes politiques et tout, ou des femmes politiques. Enfin, c'était... Et puis c'est ça qui a été mis en avant aussi, quoi. Beaucoup. Oui, c'est vrai que les médias ont un peu joué le jeu autour. Enfin, puis le gouvernement de Hollande a beaucoup fait traîner la loi en la faisant débattre plein de fois, et du coup, ça a donné lieu à plein de discours qu'auraient pas... Peut-être si ça avait été passé plus vite, ils étaient pas obligés de la faire voter, en fait. Ils auraient pu ne pas la faire voter, juste la faire passer en ordonnance, et peut-être que ça n'aurait pas provoqué autant de débats, quoi. Donc voilà, il y a une mauvaise stratégie autour de cette loi qui fait que ça a généré beaucoup plus de débats que ça n'aurait dû, et que ça a libéré des paroles qui auraient pas dû être écoutées, en fait, à qui on n'aurait pas forcément dû donner la parole dans les médias. Moi, je pense que c'était pas nécessaire d'interviewer 15 fois Christine Boutin et Brigitte Bardot dans les médias, quoi. Enfin, on pouvait juste dire que c'était pas intéressant ce qu'elles disaient, ce qui est le cas, et genre ne pas leur donner la parole et parler plutôt de sujets
plus apte à débat, quoi. Donc voilà, ça s'est vraiment très 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 mal passé cette année-là. C'était dur. Donc du coup, j'ai décidé après cette année-là de rejoindre le centre LGBT, donc en 2014, et du coup, c'est là que j'ai rejoint le centre LGBTI+ de Rennes, et que je me suis dit, je vais m'engager, je vais être bénévole, et je vais faire du militantisme. Ah oui, c'est à cause de cette loi, la façon dont ça s'est passé, et toute la haine qui s'est déployée. Mais du coup, ça a dû t'impacter hyper durement, toi, pour que ça te fasse réagir. Ouais, oui, parce qu'en plus, mon père avait un cancer à ce moment-là, et il est décédé vraiment juste quelques mois avant que la loi passe. Donc en fait, il a eu tous les discours haineux à la télé, et jamais la loi, il a jamais vu la loi se réaliser, quoi. Et du coup, j'avais trouvé ça hyper injuste qu'on puisse imposer à des gens, que ça touche réellement, de voir tout ce déchaînement de haine comme ça, parce que vraiment ça nous avait beaucoup affecté tous les deux, et du coup, c'était très dur à cette période-là de voir ça, quoi. Donc je pense que les gens qui font ce genre de discours, ils se rendent pas toujours compte qu'ils affectent des vraies personnes comme ça, ou alors ils s'en foutent peut-être, hein. Mais voilà, ça affecte des vraies personnes d'avoir des discours homophobes, tout ça, donc du coup, c'est aussi pour ça que je veux faire du militantisme, c'est pouvoir dire en face à des gens qui ont des discours comme ça, mais en fait vous faites du mal aux gens, et c'est pas... ce que vous faites, c'est juste pas bien, en fait. Il y en a qui se rendent pas compte, j'ai écouté un podcast dont le titre m'échappe, mais je le remettrai dans la description, d'une famille, donc le fils qui avait 12 ans à l'époque, qui s'est révélé être homosexuel, qui a été trimballé par sa mère et ses sœurs à toutes les manifs pour toutes. Et des années après, ils en reparlent ensemble avec l'intervieweuse, et la mère et les sœurs de dire, mais nous on défendait la famille, on se rendait pas compte. Et c'est terrifiant. Et en même temps, c'est beau qu'ils en parlent toutes ces années après, mais... Oui. Mais c'est terrifiant. Moi, j'avais une ancienne amie de lycée qui, quand on était au lycée ensemble, disait qu'elle avait pas de problème avec le fait que je sois bi et tout, mais qui par contre avait rejoint des mouvements qui avait rejoint la manif pour tous quand il manifestait à Rennes et tout, et qu'il le postait sur son Facebook et tout, et du coup, je suis allée lui dire que je voulais plus qu'on soit amis, parce que on peut pas juste faire semblant de prétendre soutenir les gens dans leur identité et en même temps leur nier leurs droits, quoi. On peut pas juste dire je t'aime bien mais je veux pas que t'aies de droits, quoi. C'est complètement contradictoire et c'est complètement hypocrite comme discours. C'est clair. Donc t'as rejoint Iskiss. Ça s'appelait pas encore Iskiss à l'époque? Non, ça s'appelait pas Iskiss, ça s'appelle Iskiss depuis 2018. Et à l'époque c'était le centre LGBT de Rennes. Et du coup on était dans un autre local aussi, on était à Villejean à ce moment-là. Donc dans un local beaucoup plus petit. Là c'est royal. Oui. Mais voilà, il y avait moins de personnes qui venaient, mais du coup le local était tout petit, donc on était vachement serrés souvent le mercredi soir. Pendant les permanences, il y avait quand même pas mal de monde pour la taille que ça faisait. Et il y avait une ambiance très chaleureuse, je me suis tout de suite sentie à l'aise et tout. J'ai été accueillie par quelqu'un qui était à ce moment-là le président, et qui du coup était bisexuel aussi. Et ça m'a rassurée parce que j'avais entendu sur internet que parfois les personnes bisexuelles étaient mal acceptées dans le milieu LGBT, dans le sens où les personnes gays et lesbiennes des fois étaient un peu en mode bon, vous voulez le beurre et l'argent du beurre, ou pourquoi vous prétendez pas juste être hétéro, ça vous rendra la vie plus facile, et du coup des choses que j'avais entendues sur internet heureusement n'étaient pas du coup à Rennes, en tout cas n'étaient pas présentes au centre LGBT, donc c'était un soulagement. Et toi t'as pas été confrontée à ce genre de discrimination du coup? Alors si, mais pas au centre LGBT en tout cas. J'ai plus eu des mauvaises expériences dans d'autres lieux, genre des lieux de sociabilité. À Rennes, à l'époque, il y avait pas vraiment... maintenant, on a 2 bars qui sont LGBT, mais à l'époque, il y avait surtout des bars gays, et une boîte de nuit gay aussi. Et du coup, les mecs là-bas étaient pas forcément hyper accueillants avec les autres personnes de l'acronyme, on va dire. Et du coup... il y a eu des moments où j'avais un ami par exemple qui voulait qu'on sorte dans un bar en particulier, il aimait bien aller dans ce bar, et on avait croisé un de ses ex une fois, et qui avait passé la soirée à m'appeler la lesbienne. Et c'était, au bout d'un moment j'en avais pris à part, je lui ai fait bon, déjà 1, je suis pas lesbienne, je suis bisexuelle, et de 2, j'ai un prénom aussi, hein. Accessoirement. Voilà. Mais voilà, du coup il y a des gens qui sont pas forcément
ils sont pas forcément très tolérants. Il y a aussi une fois où on m'a dit, alors ça me fait un peu rire quand même, bon c'est un peu discriminant mais en même temps ça m'a fait rire, qui m'a dit je savais que toi t'étais bi parce que t'es qu'à moitié camionneuse. À cause de ce cliché comme quoi les lesbiennes seraient camionneuses, mais du coup les filles bi elles seraient à moitié camionneuses. Bref, ça m'avait fait rire mais en même temps c'était pas terrible. Mais du coup ouais, j'ai eu quelques expériences comme ça, bon rien de très grave, et puis j'ai quand même ça va, j'ai la répartie, mais j'avoue que c'est pas le genre de truc qui donne une bonne enfin ça donne pas envie de revenir dans ces lieux quoi quand ça arrive. Donc je suis contente que ce soit pas arrivé dans le centre LGBT, que ce soit plus dans d'autres endroits extérieurs où je pouvais me dire bon bah de toute façon y a que des mecs gays là, je rencontre pas vraiment il y a pas vraiment de diversité, c'est pas vraiment mon endroit quoi. Alors que au centre LGBT il y avait plein de personnes différentes. Et du coup, il y avait des personnes gays, des personnes lesbiennes, des bisexuels, des personnes transgenres. C'est la première fois que je rencontrais des personnes transgenres. En tout cas, que je sache. Et du coup, j'ai appris ce que c'était que la transidentité là-bas et tout. Donc, ça m'a beaucoup aidé à comprendre plein de choses aussi que je connaissais pas forcément avant. Et c'est là aussi que, du coup, j'ai entendu parler d'asexualité et d'aromantisme pour la première fois. Et je me suis pas tout de suite identifiée au terme. Je pense que parce qu'au début, j'ai rencontré que des gens qui étaient vraiment sur un peu comme c'est un spectre en fait, qui étaient vraiment sur la partie du spectre, vraiment genre en mode non, je ne veux aucune relation sexuelle, je ne veux aucune relation romantique, vraiment je suis complètement asexuelle, complètement romantique. Et du coup, moi, c'est pas forcément mon cas, c'est plus que ça m'arrive rarement, du coup. Genre, quand ça m'arrive, je fais pas de distinction entre les genres et du coup, c'est pour ça que je suis bisexuelle. Mais ça m'arrive quand même moins souvent que la moyenne des gens de ressentir de l'attirance ou que ce soit romantique ou sexuel. Donc du coup j'ai mis assez longtemps à m'identifier au terme. Peut-être dans les représentations aussi en général, encore dans les médias, les représentations des personnes asexuelles ou aromantiques, c'est vraiment des personnes qui se mettent jamais en couple, qui comprennent pas ce que c'est l'attraction, enfin moi je vois ce que c'est, je le ressens. Mais du coup, ouais, vraiment des gens qui sont sur la partie vraiment très très loin sur le spectre, quoi. Donc, alors que comme c'est un spectre, bah du coup, il y a plein de personnes qui ont plein d'expériences différentes et bah en rencontrant des gens à Esquisse qui disaient être asexuels et aromantiques, mais qui avaient quand même des relations. Et ben du coup, j'ai compris que c'était pas aussi noir et blanc que ça et qu'il y avait de la place quand même pour les expériences personnelles quoi. Puis il y a différentes visions aussi, enfin il y a des personnes qui sont juste asexuelles mais qui veulent quand même des relations romantiques, des personnes qui sont aromantiques mais qui ont quand même des relations sexuelles, enfin puis il y a des gens qui comme moi sont plutôt dans le sens où ça leur arrive pas souvent mais ils peuvent quand même le ressentir de temps en temps quoi. Après est-ce qu'ils vont se mettre en couple ou vont avoir des relations sexuelles, c'est une autre histoire. Moi, j'ai des amis qui disent ouais, ça m'arrive de temps en temps d'avoir de ces envies-là. Après, c'est pas forcément sur des choses sur lesquelles je mets la priorité dans ma vie et du coup, la plupart du temps, j'agis pas par rapport à ça, quoi. Oui, il y a l'attirance romantique ou sexuelle, mais il n'y a pas forcément de passage à l'acte d'une sorte ou d'une autre, quoi. Oui, voilà, ouais. Mais bon, comme quoi, les expériences de vie, c'est super varié et chaque personne a un peu sa façon de vivre son orientation sexuelle ou son identité de genre aussi. Enfin, on peut pas vraiment mettre. C'est important d'avoir des mots, je pense. C'est important d'avoir des définitions avec ces mots pour aider les gens à comprendre où ils en sont aussi, parce que bon, quand on voit dans le modèle dominant qu'il y a que des représentations, enfin que c'est majoritairement des représentations de personnes hétérosexuelles qui pensent quand même souvent aux relations romantiques, qui pensent souvent au sexe. Enfin, c'est quand même assez dans la fiction notamment, c'est assez central. Hein, la plupart quand on lit un bouquin par exemple, souvent malgré leurs autres aventures, les personnages vont quand même avoir des relations quoi. Ils vont se trouver quelqu'un pendant l'histoire. Il y aura souvent un personnage qui des fois ne servira qu'à ça, être la personne qui est en couple avec le personnage principal. Mais voilà, c'est quand même c'est rare quand même les ouvrages de fiction où vraiment il y a pas de où les gens trouvent que c'est pas important de se mettre en relation et qui du coup préfèrent faire d'autres choses ou se centrent plutôt sur les relations amicales. Enfin, du coup c'est un petit peu comment dire,
c'est bien d'avoir des représentations autres, quoi. Juste pour te souvenir que tu n'es pas anormal. Oui, voilà. Et voilà, donc après, j'aimerais bien qu'il y ait plus peut-être de variété des fois dans les représentations des personnes asexuelles ou aromantiques, pas juste des représentations de personnes qui vraiment aucune relation, aucune attirance, ni rien du tout. Enfin, genre, c'est important pour les personnes qui sont comme ça de se voir représentées, mais il y a aussi d'autres personnes asexuelles ou aromantiques qui le vivent pas de façon aussi claire, nette, tranchée, quoi. Moi, je trouve ce que ça permet aussi d'avoir connaissance de ses identités, c'est d'arrêter de se mettre la pression. Même pour des gens qui seraient pas ni asexuels ni aromantiques, de se dire, bah, il y a des moments dans ma vie où c'est calme et ça va. C'est vrai, je pense que ça peut être pas mal déstressant, ouais, pour ces personnes de se dire que, enfin, notre société met quand même énormément l'accent sur le couple et sur la vie de couple et du coup, et sur le sexe aussi. Et même pour une personne qui serait pas du tout sur le spectre asexuel ou aromantique, c'est oppressant, je trouve, parce que, ben, des fois, on peut ne pas être en couple pour une raison ou une autre. C'est pas le bon moment dans notre vie, on a des choses à travailler sur soi, on n'a juste pas rencontré la personne qui nous convient à ce moment-là, ça n'a peut-être eu une relation avant qui s'est mal passée, du coup on a besoin de s'en remettre. Enfin, il y a plein de raisons en fait d'être célibataire et ça devrait pas être aussi mal vu, on va dire. Enfin, les gens devraient pas se sentir aussi mal de pas avoir quelqu'un dans leur vie. Puis même des fois pour des longues périodes de temps, hein, je pense qu'on peut rester célibataire pendant plusieurs années et que c'est pas quelque chose qui devrait être considéré comme grave ou un problème, que ça devrait pas être une indication de cette personne va mal. Je pense qu'on peut aller bien en étant célibataire même pendant longtemps. Oui, et on peut réussir sa vie sans avoir formé de couple qui dure 40 ans. Oui, aussi, oui. Ou même 10 ans, je veux dire, mais il y a vraiment une idée que t'as réussi ta vie quand t'as le boulot, le couple. Ouais, le couple stable. Ouais, c'est compliqué même parce que rencontrer une personne avec qui former un couple stable, quand on a chacun nos circonstances de vie, chacun nos choses à travailler, nos défauts, nos objectifs de vie qui sont pas forcément les mêmes, du coup ça peut être compliqué. Enfin, je trouve que le couple stable c'est vraiment pas forcément quelque chose vers lequel le plus de gens devraient tendre, dans le sens où on se rend compte que c'est pas si évident que ça. Et que peut-être avant ça tenait aussi par rapport à d'autres trucs, quand on voyait nos grands-parents par exemple, moi mes grands-parents ils sont restés mariés toute leur vie, mais est-ce que ça se passait si bien que ça? Et puis ma grand-mère elle était pas forcément indépendante quoi aussi. C'est quand le couple stable il est formé sur l'idée qu'un des deux partenaires doit être dépendant de l'autre pour que ça dure, c'est peut-être pas un super bon modèle au final. Je préfère que peut-être les gens ils soient en couple sur des plus courte période de temps ou qu'ils soient pas ensemble pendant 40 ans, mais que ils vivent quand même leur propre vie et qu'ils soient libres et qu'ils fassent leur choix, quoi. Moi, depuis que j'ai pris connaissance de ce spectre-là, j'ai l'impression rétrospectivement d'avoir subi un espèce de lavage de cerveau depuis l'enfance, avec les comédies romantiques, avec les livres. Enfin, on nous vend du couple à longueur de journée. Ouais, oui. Oui, et puis on nous vend surtout aussi l'attraction du départ un peu. Le moment où on rencontre une personne nouvelle et où du coup c'est un peu excitant, c'est nouveau et tout, et ça occupe beaucoup nos pensées. Et du coup ça nous vend un peu l'idée que ça va être comme ça tout du long, alors qu'en fait, les couples stables en général, ils ont cette période-là au début, et puis après il y a la routine qui s'installe et il faut faire avec, quoi, aussi. Et ça peut pas rester hyper excitant toute notre vie d'être en couple avec la même personne, et peut-être qu'on devrait aussi accepter que ces émotions de départ elles sont surtout causées par la nouveauté, et que si on veut vraiment faire durer un couple, il faut jouer avec la routine, il faut faire avec, quoi. Il faut vraiment apprendre à connaître une personne en profondeur pour pouvoir rester en couple longtemps avec, quoi. Et c'est vrai que on nous fait un peu croire que cette magie du départ, ça va être comme ça tout le temps, ou alors que c'est ça qu'il faut rechercher, et que s'il y a plus ça dans le couple, ça veut dire que le couple il va mal, quoi. Que si on se sent plus comme les premières semaines ou les premiers mois, ça veut dire que c'est fini, que ça va mal, ou que la personne elle est plus comme avant et tout. Alors que non, c'est juste l'adrénaline du départ qui s'est calmée, quoi. Ouais, en tout cas moi ça me fait vraiment prendre conscience de toutes les injonctions à tous les endroits de nos vies. C'est comme ça qu'on doit vivre nos vies. Et
Et je me dis, waouh, c'est quand même hyper dur de gagner en liberté. Enfin, en tout cas pour moi, tu vois, de gagner en liberté par rapport à toutes ces injonctions, à tous les endroits. Ouais, puis les injonctions, elles sont contradictoires en plus souvent. Hein. En plus, des fois. Parce que d'un côté, on nous dit, ouais, il faut vraiment que vous vous mettiez en couple, c'est très très important et tout, ça fait partie d'une vie réussie. Mais en même temps, on nous dit, mais ouais, mais il faut se concentrer sur sa carrière aussi. Et être indépendante. Ouais, et être indépendante. Enfin, après, je suis d'accord que c'est bien de mettre l'accent sur l'indépendance, surtout pour les femmes, parce qu'il y a eu ce côté où, il y a pas si longtemps, on n'avait pas possibilité d'être indépendante. Donc du coup, c'est normal, je pense qu'on passe par une phase où vraiment on nous encourage à l'être, parce que sinon, c'est le risque de retomber dans des schémas de dépendance, justement. Mais c'est vrai que les injonctions, l'injonction d'être en couple, elle est toujours là, et que du coup c'est des injonctions qui des fois sont contradictoires, et du coup les gens se sentent un peu coupables de tout et n'importe quoi, alors que on n'est pas venu sur Terre pour souffrir, quoi. Mais ouais. Puis ouais, les injonctions aussi au niveau du sexe, c'est vraiment des choses genre il faut avoir du sexe, mais pas trop, parce que sinon c'est pas bien. On sait pas pourquoi c'est pas bien d'avoir beaucoup de sexe, mais apparemment c'est pas bien. Mais par contre, si t'en as pas du tout, c'est pas normal. Faut aller voir un psy, faut se faire soigner. C'est genre, on peut pas juste laisser les gens faire comme ils veulent. C'est clair. Mm-hmm. Du coup, toi, t'as l'impression que t'arrives à trouver ton équilibre. Ça y est, que t'es à peu près tranquille avec toi-même. Ça va. Je pense que là, je commence à être beaucoup plus confortable avec le fait d'être sur le spectre arosexuel, aromantique et asexuel. Mais du coup, c'est quand même quelque chose que j'ai mis longtemps. Maintenant, je me fais un peu des reproches d'avoir mis autant de temps à m'en rendre compte et à le formuler dans ma tête plus clairement. Alors que si ça a pris le temps, c'est que ça a pris le temps qu'il faut, quoi. Enfin, c'est vrai que des fois, on se fait des reproches d'avoir vécu notre vie comme on l'a vécu, en se disant j'aurais pu être plus confortable avec moi-même plus tôt et tout, mais au final c'est contradictoire aussi. Je pense qu'il faut juste se dire maintenant que j'y suis arrivée, c'est bien, et ça va m'aider à mieux vivre à partir de maintenant, quoi. Tu t'en veux parce que tu t'es forcé à des trucs, ou parce que tu t'en es voulu, ou parce que tu t'es mis de la pression? Je me suis mis de la pression, je me suis posé plein de questions, je me suis demandé si j'étais normale, ou si c'était un trauma, ou si qu'est-ce qui allait pas. Est-ce que c'est parce que j'avais subi pas mal de harcèlement sexuel aussi dans ma vie. Enfin, je pense que pas mal de femmes le subissent, mais du coup, ça m'a vraiment beaucoup affectée. J'ai vraiment été très 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 mal à l'aise dans des situations. Et du coup, je me demandais si ça avait pas affecté ma perception de la sexualité, et que du coup, c'était peut-être pour ça que je voulais pas forcément avoir des relations sexuelles ou me mettre en couple. Et du coup, je suis allée voir un psy, j'en ai parlé à un psy. Et du coup, je me dis, mais en fait, j'aurais peut-être pu m'accepter plus vite, peut-être. Surtout que j'avais les infos, puisque j'étais ici au centre LGBT, et qu'il y avait d'autres personnes asexuelles et aromantiques avec qui j'avais parlé et qui l'ont accepté. Mais bon, après, j'ai l'impression que c'est comme pour chaque personne, ça prend le temps qu'il faut que ça prenne, et on peut pas se forcer non plus à s'accepter plus vite, ce serait contradictoire. Mais là, du coup, t'aurais aimé faire l'économie de te sentir malade, quoi. Enfin, d'aller te soigner quelque chose et de... Oui, voilà, ouais. Je vois bien. Oui. Mais bon, en même temps, c'est pas notre faute si on s'est senti comme ça. Enfin, c'est la société aussi qui dit qu'on a un problème si on se sent comme on se sent. Enfin, et qui a tendance à confondre aussi. Pas mal de choses. Enfin, le truc de confondre le fait d'avoir des traumas et le fait d'être avec le fait d'être asexuel et aromantique. Enfin, voilà, c'est. Puis ouais, il y avait tellement d'injonctions. Moi, j'ai des amis qui arrêtaient pas de me demander à un moment, mais du coup, tu te mets jamais en couple, t'as pas rencontré quelqu'un, t'es trop occupé avec ton travail, tout ça, non. Et du coup, qui me disaient un peu, mais prends du temps pour toi. Qui vraiment mettait qui disait que en gros, c'était un peu le message, mais que aller bien, c'est sortir avec des gens aussi. Ma mère aussi avait un peu ce discours, c'est quand j'étais en couple, pour elle, c'est que j'allais bien. Par contre, si j'étais célibataire, c'était plus inquiétant. Voilà, qui font un peu l'équation bonheur couple, quoi. Alors que j'étais pas forcément plus heureuse en couple que célibataire.
Mais il voulait ton bien, il et elle voulaient ton bien. Oui, bah oui, finalement, c'est des bonnes intentions, mais qui, des fois, font plus de mal que de bien. Et ouais, les gens se sont posé beaucoup de questions à ce sujet par rapport à moi, et du coup, maintenant, j'en parle plus facilement. Enfin, j'osais pas leur parler de mes... Parce que j'ai quand même assez longtemps... Je me suis longtemps posé la question, quand même, de la sexualité, la romantisme, si ça me concernait pas moi-même. Et j'osais pas leur en parler à d'autres personnes, parce que je me disais, mais du coup, si je leur parle de ça alors que je suis pas sûre, ça se trouve, je me trompe, et du coup, ça va leur donner des fausses idées. Donc, du coup, ouais, j'osais pas en parler. Maintenant, j'en parle. Et finalement, les gens ont pas de problème avec ça une fois qu'on en parle, quoi. Ils me disaient, ah bah oui, ça me paraît logique. C'est vrai que je me posais la question aussi par rapport à toi. Cool. Je voulais dire un truc, mais ça m'a échappé. J'ai l'impression que j'ai fait le tour, mais... Ah oui, si, il y a un très bon livre que j'ai lu récemment là-dessus, justement, mais par rapport... Ça parle de la sexualité et d'un romantisme, mais aussi du fait que même quand les gens le sont pas, ben ils sont quand même... Il y a une pression par rapport au désir. Et ça s'appelle Désirer à tout prix. Et c'est sorti... c'est un essai qui est sorti il y a pas très très longtemps. C'est de Talma Desta, voilà. Et c'est un bon essai. Franchement, je le conseillerais à toutes les personnes qui ont pu se sentir, se poser des questions par rapport à ça, se sentir mal parce que la société leur dit tu devrais être en couple, ou tu devrais avoir plus de sexe, ou tu devrais juste désirer plus, ou juste des fois on a juste envie d'être chez soi sur son canapé à pas sortir et juste s'occuper de soi, quoi. Mais c'est vrai que c'est aussi beaucoup lié au capitalisme et à la société de consommation, finalement, ce côté. Puis ça fait vendre des trucs, hein. Ça fait vendre des rendez-vous chez le coiffeur, ça fait vendre des cosmétiques, ça fait vendre des rendez-vous chez l'esthéticienne, ça fait vendre des fringues, ça fait vendre du parfum. Des salles de sport. Des salles de sport, ouais. Donc ouais, le vouloir plaire, tout ça, et vouloir trouver des partenaires, du coup c'est une industrie qui rapporte à beaucoup de gens, donc du coup c'est finalement un peu logique que la société pousse à ça, puisqu'on est dans une société capitaliste et que du coup dépenser de l'argent c'est bien, donc désirer c'est bien. Et puis tant que t'es occupé par ça, t'es pas occupé à penser à autre chose. Oui aussi, ouais. C'est vrai que ce côté très dans notre société on a un modèle de famille, on va dire, c'est papa, maman et les enfants, globalement. Et on commence à en voir un petit peu plus de variété, mais ça reste quand même... c'est vraiment quand même, il faut être en couple, et de préférence avoir des enfants, mais il faut être en couple déjà. Et du coup, quand on sort de cette norme, il y a aussi beaucoup de solitude. Enfin, je sais que quand on a un groupe ici de parole pour les personnes asexuelles et aromantiques, et un des sujets qui revient souvent, c'est la peur de la solitude. C'est de se dire, mais du coup... moi, si je me mets pas en couple parce que j'en ai pas envie, ou que ça m'arrive pas parce que ça m'arrive pas souvent d'en avoir envie, et du coup, avec qui je vais faire ma vie, quoi. Et du coup, j'ai plusieurs amis dans ce groupe qui se sont dit, on va faire un peu une communauté, on va dire. Enfin, en gros, ils veulent habiter à plusieurs dans un habitat partagé, mais entre amis, quoi, du coup, et faire un peu une famille choisie. Comme ça, et je trouve ça chouette comme idée de penser à d'autres modèles familiaux que d'avoir deux personnes en couple avec leurs enfants ou sans leurs enfants, mais de juste se concentrer sur le fait que si tu veux vivre avec quelqu'un, il faut que ce soit du couple, quoi. Et ça avance leur projet, ça va avoir lieu pour de vrai, ou pour l'instant ils en sont juste à y penser? Je crois que ça avance pas mal, ils sont déjà en train de chercher un endroit, tout ça. C'est chouette, c'est inspirant. Ouais, je sais que je connais d'autres personnes qui pensent aussi à ce genre de choses. Moi-même, j'y pense, hein. J'avoue, je me dis, si jamais je devais déménager de là où je suis actuellement, je m'installerais pas seule. J'aime pas vivre seule, donc en ce moment, je suis en colocation. Mais si jamais ma colocation actuelle, ça devait se terminer et tout, je pense que je chercherais des gens pour qui, sur le long terme, c'est important de vivre avec des gens avec qui ils s'entendent bien, mais pas forcément avec qui ils ont des relations romantiques, quoi.
Et je crois qu'on est un peu, enfin en tout cas je parle pour moi là, mais arrivé au bout du mythe de l'indépendance. Enfin, tu vois, de toute façon là va falloir faire ensemble. Ouais. Bah c'est vrai qu'il y a un gros problème de solitude dans nos sociétés. Et du coup, les gens recherchent désespérément des connexions romantiques parce que c'est ce qu'on nous dit, que ça va rompre notre solitude. Mais en même temps, les couples, c'est pas forcément quelque chose qui dure longtemps sur la durée. Et du coup, moi, j'ai de plus en plus de gens dans mon entourage qui se sentent seuls et qui se disent, mais en fait, pourquoi est-ce que moi et mes amis, on est seuls chacun de notre côté? On pourrait être ensemble et faire des choses ensemble, vivre ensemble, et du coup, on serait pas seuls, quoi. Carrément. Et puis bon, ce serait plus économique pour le logement. Mine de rien, c'est aussi franchement, payer 500-600 euros pour un studio tout seul, 16 mètres carrés, bon. Puis il y a des amitiés qui sont tellement fortes et tellement riches. Ouais, bah oui, qui durent vraiment sur la durée. Moi, j'ai des amis, ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît et on est toujours amis. Et franchement, on a même vécu en colocation ensemble. Et du coup, ça me paraît pas illogique de vivre plutôt avec eux qu'avec quelqu'un que j'aurais rencontré depuis beaucoup moins longtemps, juste parce que j'ai une connexion romantique avec cette personne, quoi. Dans le dernier épisode de Un podcast à soi, je sais pas si tu écoutes ce podcast. Je crois que j'en ai entendu parler, mais j'ai pas encore écouté, non. Et voilà, elle vient de faire son coming out de lesbienne alors qu'elle était en couple avec un homme avant. Bref, peu importe, c'est pas le propos de c'est le propos de cet épisode-là, mais c'est pas ça que je voulais te dire. Elle parle de 2 femmes qui sont amies. Et du coup, elle parle de 2 amies qui sont vraiment amies, mais depuis longtemps, et qui ont voulu se marier pour montrer leur lien d'amitié hyper fort. Alors qu'elles couchent pas ensemble ni rien, mais et leur famille ont mis du temps à comprendre ce qu'elles voulaient, pourquoi elles se mariaient. Mais je sais que ça arrive un peu maintenant, et c'est des choses aussi qui sont discutées dans les communautés asexuelles et aromantiques. Le fait de se marier avec des amis pour pouvoir avoir un lien de succession aussi avec quelqu'un, parce que du coup on se dit, mais du coup si j'habite avec mes amis, du coup il faut qu'on se sécurise au niveau du logement quand même et tout. Et du coup, le mariage, des fois, c'est le seul lien, en fait, qui existe, c'est le seul document légal qui existe pour établir des liens de succession, en fait. J'avais même pas pensé à ça, ouais, c'est vrai. Du coup, voilà, si on veut confier ses affaires, ses dernières volontés, ses animaux de compagnie, tout ça, son logement, du coup, ça paraît logique, finalement, que le mariage se fasse. De toute façon, le mariage d'amour, c'est un concept qui est relativement récent, il est très très ancré dans notre société maintenant, mais avant c'était des transactions entre familles, les mariages, plus qu'autre chose. Et voilà, du coup, je ne sais plus. En fait, on a été coupé par quelqu'un qui a frappé à la porte, du coup on a un peu perdu le fil de ce qu'on se racontait. Mais tu étais en train de parler du fonctionnement de l'asso, du coup. Ah oui, du coup, oui, c'était un lieu de sociabilisation qui était important pour justement pour les personnes qui peut-être des fois ressentent de la solitude aussi dans leur vie de tous les jours. Donc là, comme c'est le mercredi, il va y avoir la permanence hebdomadaire où c'est un peu le moment un peu libre où les gens viennent pour boire un thé, se parler entre eux, lire des livres dans la bibliothèque, se faire des amis, socialiser, tout ça. Et du coup, c'est important d'avoir des moments comme ça dans la communauté, je trouve, pour se rencontrer, parce que comme on est un peu encore minoritaire dans les représentations et puis dans la société, du coup, on se rencontre pas forcément facilement, spontanément entre nous, quoi. Et tu disais justement qu'on pouvait venir même sans être adhérent. Oui, on peut venir sans être adhérent, il n'y a pas besoin d'adhérer pour participer aux activités. La plupart des activités sont libres et gratuites, et il n'y a pas besoin de s'inscrire non plus. Du coup, l'adhésion, c'est surtout pour les gens qui veulent soutenir l'association, qui adhèrent au message, aux valeurs, et qui veulent montrer ce soutien d'une façon financière, et puis aussi qui veulent participer en tant que bénévoles, et voter aussi à l'Assemblée Générale pour élire le conseil d'administration, tout ça. Super. Et sinon, tu disais que tu avais à peu près fait le tour. Oui, je crois que j'ai fait le tour du sujet, à moins que tu aies d'autres questions. Pour l'instant, pas. En général, je finis par en avoir une fois que j'ai éteint les micros et tout rangé. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je fais pause. Du coup, là, en termes d'ouvrage, on a acheté un ouvrage récemment à l'asso qui est traduit de l'anglais depuis peu, qui a été traduit en français en 2022, qui s'appelle Qu'est-ce que la sexualité dit sur nos sociétés, ou quelque chose comme ça. Faudrait que
Je sais pas si on peut se déplacer jusqu'à la section Non. nécessaire. Non, on peut pas. mais ouais, du coup... Enfin, si on peut te décrocher le micro et que tu te déplaces et que tu reviennes après. On peut faire ça. Du coup, en termes d'ouvrages sur du coup la sexualité et l'aromantisme, il y a Asexualité, comprendre l'orientation invisible de Julie Sondra Decker, qui est sympa pour un peu avoir une introduction assez large au sujet. Alors ça se concentre sur la sexualité, mais il y a quand même pas mal de choses qui sont dites sur l'aromantisme, donc c'est quand même un ouvrage qui est sympa et qui est assez large. Et sinon, bon, évidemment, il y a des ouvrages de fiction aussi. Récemment, il y a une autrice française qui écrit de la science-fiction et de la fantasy, qui s'appelle Mélanie Fazi, qui a publié un essai pour parler de sa propre expérience en tant que femme à la fois lesbienne et asexuelle. Et du coup, comment elle s'est rendue compte qu'elle était lesbienne et puis aussi du coup qu'elle est asexuelle. Et ça s'appelle Nous qui n'existons pas. Et du coup voilà, ça parle vraiment de son expérience personnelle à elle, mais ça, ici en tout cas à l'assaut, ça avait résonné avec pas mal de personnes et du coup on l'avait lu au club de lecture. Et il y a un podcast en 8 épisodes qui s'appelle Free from Desire. Je mettrai aussi dans la description. Que j'ai trouvé très intéressant. Ouais, mais on commence à avoir des ouvrages un petit peu. C'est pas forcément facile de trouver encore des choses, mais de plus en plus ici à l'assaut, on acquiert des livres qui sont intéressants sur plein de sujets. T'es la 3e personne qui en parle dans le podcast, mais ouais. Comme quoi, c'est de plus en plus quand même connu. Ouais. Et je suis contente que les gens puissent trouver un petit peu leur voie et tout, et ne se retrouvent pas à se forcer à faire des choses dont ils n'ont pas envie juste pour rentrer dans une norme. Parce que c'est ça au final qu'on veut éviter d'essayer, qu'on veut essayer d'éviter plutôt. C'est que les gens se forcent à faire des choses dont ils n'ont pas envie, juste parce que c'est ce que la société leur présente comme étant la seule voie qui existe. C'est pour ça que c'est bien d'avoir de la représentation autre dans les médias, tout ça. Puis aussi qu'on nous entende quand on fait des revendications, quand on parle de ce qu'on ressent, de nos identités, tout ça. Parce que des gens se disent mais ça concerne qu'un petit pourcentage de la population, c'est pas si important, ou pourquoi est-ce qu'on en parle autant et tout. Mais, en fait, c'est justement pour que les gens qui fassent partie de ce petit, pas si petit que ça en vrai, pourcentage de la population, puissent se dire mais en fait c'est moi ça. Eh ben merci beaucoup. Pas de souci. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous retrouve bientôt avec une nouvelle interview. D'ici là, n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie d'être interviewé et à faire connaître ce podcast autour de vous en parlant, en écrivant un commentaire ou en lui attribuant tout un tas d'étoiles. Vous pouvez dorénavant aussi nous retrouver sur Facebook ou sur Instagram @comingin coming out. À bientôt!